son retrait de Juba. L'émissaire de l'ONU pour le Sahara occidental, Christopher Ross, s'est rendu à Alger. Il a été reçu par le président Abdelaziz Bouteflika. Enfin, à une semaine de l'ouverture de la conférence de Paris sur le climat, un nouveau rapport de l'ONU illustre l'urgence d'agir contre le réchauffement climatique. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information sur SICA. Au Bénin, l'Alliance ABT a tenu une conférence de presse hier lundi au sujet de la décision de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC. Elle porte sur la réglementation de la pré-campagne électorale sur les médias. Une décision valable du 18 novembre 2015 jusqu'à la veille de l'ouverture de la campagne électorale proprement dite. Le point avec Candice Degboué et Kevin Achaoui. Cette sortie médiatique de l'Alliance ABT est relative à la dernière décision de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC qui interdit jusqu'à l'ouverture officielle de la campagne électorale béninoise par la Commission électorale nationale autonome Sénat la diffusion dans les médias, à savoir la presse, la radio et la télévision, de la quasi-totalité des activités politiques émanant des potentiels candidats au scrutin présidentiel du 28 février 2016. Pour Abdoulaye Biotchane, le leader de Tabati Taba, cette décision appelle à des observations qu'il a jugées opportun de partager avec l'opinion publique. La liste des activités interdites de diffusion dans les médias par la HAC est très large et prend en compte presque tous les canaux par lesquels les hommes politiques, les potentiels candidats au scrutin présidentiel peuvent informer les populations, exposer leur vision du développement ou présenter leur projet de société. Dans sa pratique, cette décision de la HAC s'assimile à une politique de 2 poids, 2 mesures. Elle restreint l'accès à tous les médias aux potentiels candidats qui n'occupent pas de poste de responsabilité politique ou administrative. Des gens comme moi, quoi. Pendant ce temps, ceux qui occupent des postes ministériels, parlementaires et les cadres de l'administration publique peuvent se cacher derrière leurs fonctions officielles pour voir leurs activités politiques faire l'objet de médiatisation. Abdoulaye Biotchane s'est également penché sur la perte financière que représente cette décision pour les organes de presse béninoises. Cette décision de la HAC, je ne la comprends pas économiquement. Parce que cette décision de la HAC est un coup dur porté aux finances des organes de presse. Parce que c'est justement pendant cette période que certains organes de presse peuvent se faire suffisamment de ressources pour le fonctionnement futur de leurs organes de presse. Alors que l'aide publique de l'État à la presse est déjà insuffisante, la HAC veut leur retirer d'autres moyens d'existence. Notons que cette décision de la HAC est valable du 18 novembre jusqu'à la veille de l'ouverture de la campagne électorale proprement dite. Du Bénin, on se rend au Mali où 4 jours après l'attaque de l'hôtel du Radisson Blu, Thomas Boniaï, le président du Bénin, est allé présenter ses condoléances à Bamako et a visité l'hôtel en compagnie d'Ibrahim Boubacar Keïta, le président malien. Le président béninois a demandé à cette occasion une conférence internationale sur le terrorisme. On l'écoute. Cet attentat odieux, nous le condamnons. Quel qu'il soit, quelles que soient les raisons, c'est injustifiable. Ceux qui sont venus orchestrer cet attentat ont cet objectif de chasser les investissements directs étrangers et d'annihiler, tenter d'annuler, croire pouvoir annihiler les efforts du président du peuple malien, de notre sous-région. J'ai personnellement saisi le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, pour convoquer une conférence internationale sur le terrorisme et la paix dans le monde. Au Soudan du Sud, l'armée loyale au président Salva Kiir a annoncé avoir commencé ce lundi son retrait de Juba. Et ce, à quelques jours de la date limite prévue par l'accord de paix signé fin août avec la rébellion menée par l'ancien vice-président Riek Machar. L'accord de paix, il faut le rappeler, vise à mettre fin à 2 ans de guerre civile au Soudan du Sud. Reportage. L'accord de paix signé le 26 août par le président Kiir, soit 9 jours après Riek Machar, prévoit notamment
un retrait de toute force militaire dans un rayon de 25 km autour de Djouba sous 90 jours, soit d'ici les jours qui viennent. Le retard pris rend quasiment impossible l'achèvement du redéploiement dans les délais prévus par le test. Today, the SPLA General Headquarters and particularly the Ground Force. Aujourd'hui, au quartier général de la SPLA, particulièrement parmi les forces terrestres sous le contrôle du général Samson Mabior, nous avons commencé à redéployer près de 250 unités, soit 2 régiments, vers les zones de Magari. Le reste du redéploiement aura lieu lorsque nous aurons des abris, de l'eau et des conditions d'habitation de base dans le reste des zones autour de Djouba. L'accord prévoit aussi l'ouverture, également sous 90 jours, d'une période transitoire de 30 mois, régie par des dispositions de partage du pouvoir entre le camp de Kir, qui reste président, et la rébellion, Machar devant, selon toute probabilité, redevenir vice-président. Les élections sont prévues à l'issue de cette période de transition, théoriquement début 2018. Mais la rébellion n'a jusqu'ici envoyé aucune délégation à Djouba, retardant la mise en œuvre du volet politique. We are serious after all of this and we are now on implementation of the security arrangement. Nous prenons cela très au sérieux et nous sommes en train d'implémenter l'accord de sécurité. Cet accord demande à la SPLA d'assurer la sécurité des villes majeures, en l'occurrence la ville de Djouba, la ville de Bor, Malakal et Bentiu. The city of Djouba, city of Bor, Malakal and Bentiu. Le Soudan du Sud, plus jeune nation du monde, a fait sécession du Soudan et réclamé son indépendance en juillet 2011 sur les décombres de plusieurs décennies de conflits avec Khartoum. En Afrique du Sud, la Cour suprême d'appel à Bloemfontein doit définir dès ce mardi, dans un procès, les obligations du gouvernement dans la distribution des manuels scolaires pour tous les élèves des écoles du pays. En effet, le gouvernement sud-africain a fait appel de la décision du juge qui lui impose de fournir à chaque écolier un manuel scolaire par matière suite à une plainte de l'ONG Section 27. Cette dernière poursuivait en justice le ministère de l'Éducation, estimant que des milliers d'écoliers n'ont pas de manuel scolaire, alors que la Constitution stipule que chacun a droit à une éducation de base. Au Kenya, des athlètes ont pénétré ce lundi à Nairobi dans les bureaux de leur fédération d'athlétisme. Ils avaient pour but de demander le licenciement des officiels accusés de corruption et un examen approfondi des allégations de dopage. Les détails. Dès l'aube, les athlètes sont arrivés dans les bureaux de la fédération kenyane à Nairobi, pancarte en main et slogan en bouche. À la base, une histoire de dopage et de corruption dans le monde sportif. Le journal britannique Sunday Times a fait part la semaine dernière d'un article qui révélait que le vice-président de la fédération, David Okeyo, faisait partie des 3 Kenyans accusés d'avoir prélevé et d'avoir détourné 650 000 € d'un contrat de partenariat entre la fédération kenyane et Nike. Nos athlètes ont été humiliés, persécutés et pire encore, des entraîneurs étrangers qui viennent ici profiter d'eux parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas assez courageux, leur ont menti. Il est désormais temps pour nous de nous faire entendre dans ce pays. La corruption a été active dans cette fédération et il est temps pour eux de non seulement quitter leurs fonctions, mais aussi d'être bannis. Nous pensons et nous savons que certains de nos athlètes se sont fait prendre en délit de dopage et il y a apparemment une liste d'environ 138 athlètes qui n'a pas été publiée. Nous demandons que ces noms soient révélés afin que les menaces de la fédération cessent. Nos athlètes s'entraînent très dur et si nous appelons un chat, nous nous assurerons que ce problème puisse être éliminé et oublié. Le Kenya est également ébranlé par une série de scandales de dopage. Depuis 2012, une trentaine d'athlètes kenyans ont été suspendus et 5 autres ont été bannis après avoir été contrôlés positifs. L'émissaire de l'ONU pour le Sahara occidental, Christopher Ross, a été reçu lundi par le président algérien Abdelaziz Bouteflika. Cette rencontre intervient au début d'une tournée de 10 jours qu'il effectue dans la région du Sahara occidental et devant le conduire notamment au Maroc. L'objectif de la dite tournée vise à faciliter les négociations entre les parties concernées par le conflit du Sahara occidental. Le Sahara occidental, il faut le préciser, est une ex-colonie espagnole contrôlée par le Maroc.
Plus de 600 000 morts au cours des 20 dernières années en raison des catastrophes climatiques. Un nouveau rapport de l'ONU illustre l'urgence d'agir contre le réchauffement climatique à une semaine de l'ouverture de la grande conférence de Paris sur le climat. Les images. 195 pays se retrouvent du 30 novembre au 11 décembre au Bourget en France pour tenter de limiter à 2 degrés la hausse du thermomètre par rapport à l'ère pré-industrielle. Le phénomène du réchauffement climatique est constitué de plusieurs aspects, dont les inondations et les sécheresses. Depuis la première conférence de l'ONU sur le climat en 1995, les catastrophes provoquées par des perturbations météorologiques ont pris au moins 600 000 vies. Une information tenue du Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes. Elle représente en fait 80% de toutes les catastrophes liées à la météo. Donc plus de 3,4 milliards de personnes ont été touchées par ces deux phénomènes au cours de la période couverte par le rapport. 90% de toutes les catastrophes sont provoquées par des phénomènes météorologiques. Ce n'est pas juste un phénomène marginal, cela prend une place très importante dans la problématique des catastrophes naturelles. Et d'ailleurs, nous voulons souligner la problématique du développement. Les inondations ont représenté à elles seules 47% des catastrophes et ont touché 2,3 milliards de personnes. 157 000 morts en ont découlé. Ces catastrophes, de plus en plus fréquentes, ont entraîné des pertes financières évaluées à 1,8 milliard d'euros. L'ONU veut bien croire en la conférence de Paris pour changer la donne. Place à présent à la revue de presse, mais d'abord cette petite pause. Kodjovia Metonou, bonjour. Bonjour, Génial Afouda. Alors, qui va l'emporter au Burkina Faso le 29 novembre prochain, et ce, parlant de la présidentielle? Voilà, la présidentielle du 29 novembre continue d'entretenir le suspense des 14 candidats. Deux retiennent l'attention des observateurs et analystes. Jeune Afrique, dans sa livraison de cette semaine, revient sur l'actualité et s'interroge sur la chance des uns et des autres. Qui l'emportera? Placarde à sa une. L'hebdomadaire, la campagne pour ce scrutin continue quant à elle de bien se dérouler à la une de awaga.com. Le gouvernement salue le travail des médias et du Conseil supérieur de la communication quant à la couverture médiatique de cette campagne présidentielle. Celui qui a aussi la félicitation du peuple, c'est bien le président de la transition, Michel Kafando, à la une de Burkina 24. Suite à un sondage monitoring de la transition, Kafando a aussi été bien noté. Et en RDC, le dialogue se cristallise autour de la nomination du médiateur international. C'est bien cela, Génial Afouda, en République démocratique du Congo, l'heure est au dialogue. Et pour permettre que tout se déroule dans de très bonnes conditions, les Nations Unies ont exigé au président Kabila la nomination d'un médiateur. Alors, il s'y est plié et déjà des noms circulent. Le Forum des As écrit à cette fin que le médiateur international sera bientôt connu. Oui, car 4 personnalités sont proposées par Kabila. À ce sujet, la prospérité les nomme. On retient le Ghanéen Kofi Annan, l'Angolais Eduardo dos Santos, le Sénégalais Moustapha Niasse et puis l'envoyé spécial de l'ONU pour les Grands Lacs, Saïd Djidi. Outre la nomination du médiateur, Vital Kamere, quant à lui, à la une de la prospérité online, pose les conditions de sa participation au dialogue pour décrisper le climat politique en République démocratique du Congo. Et enfin, vous nous emmenez au Sénégal où la lutte contre le terrorisme secoue les religieux, mais également les membres de la classe politique. Oui, les attaques terroristes, surtout en Afrique ces derniers temps, préoccupent et interpellent désormais toutes les couches de la société. Seneweb.com nous parle du conclave des réformistes religieux qui constate que les terroristes de Paris ne portaient ni cagoule ni burqa. En effet, ceux-là sont donc opposés aux dispositions prises par le président Macky Sall sur ce qui concerne le port de voile intégral. Lutte contre le terrorisme, écrit Dakar Actu. Abdou Karim Sall traite Abdourahmane Diouf d'oiseau de mauvais augure. Alors le DG de l'ARTP ne comprend pas comment on ne puisse pas soutenir le président Macky Sall dans sa lutte contre le terrorisme. Actu a surpris les évêques africains en train de condamner et de dénoncer des actes ignobles commis sur des innocents, parlant des attentats terroristes dont le continent est victime ces derniers jours. Merci Kodjovia Metonou pour toutes ces informations. C'est moi qui vous remercie. On se dit à très bientôt. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur SICA.